2021. Eh bien, c'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Je vous le disais dans le titre, c'était hier qui s'est clôturé le dialogue politique entre la République de Djibouti et l'Union européenne. Eh bien, dans un contexte exceptionnel de la crise sanitaire actuelle, l'action de riposte du gouvernement djiboutien face au Covid-19, incluant les mesures d'urgence et le plan de relance économique post-Covid, a été au centre des discussions. Ces discussions se sont inscrites dans une dynamique qui a eu pour objectif à consolider la relation entre la République de Djibouti et l'Union européenne à travers cette concertation franche et équilibrée sur des sujets d'intérêt commun. Entre autres termes, les deux parties ont souligné l'importance de ce dialogue politique pour le renforcement d'un partenariat, mais aussi l'opportunité de faciliter la définition des priorités et des principes communs, et par-dessus tout, le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre Djibouti et l'Union européenne. Eh bien, la ministre déléguée de l'économie numérique, Mme Mariam Hamadou, a dans son allocution rappelé que les opportunités dont Djibouti dispose aujourd'hui avaient pour lancer sa transformation numérique. Plus de détails avec Mariam Daoud. Que plus de 90% des flux numériques mondiaux passent par les câbles sous-marins. Et Djibouti dispose de cet avantage comparatif et de cette opportunité. Et en fouillant un peu les statistiques, j'ai pu voir aussi que Djibouti est placé à 4e niveau avant certains grands pays en termes de taux de pénétration. On est à un taux de 58% et la moyenne africaine est de 40%. Vous voyez qu'on a des opportunités. Et la création de ces départements va permettre un peu de mieux exploiter et d'optimiser un peu ces câbles sous-marins et surtout ne pas oublier la gouvernance et la transparence. On sait que la digitalisation de l'administration a à présent des opportunités. C'est un outil de gouvernance, c'est un outil de transparence et surtout de facilitation. Et comme le ministre des Finances l'a indiqué, on a un taux de chômage très élevé et c'est une opportunité aussi pour les jeunes de créer des activités, des entreprises dans les métiers du numérique. Le ministre, l'ambassadeur a posé une question sur l'ambition de la transition numérique. On va commencer ce mois un état des lieux pour avoir une cartographie sur le secteur du numérique et la valeur ajoutée de ces secteurs dans le pays. Et puis, une fois qu'on ait une photographie, on va commencer à préparer un schéma directeur sur une décennie. Peut-être on va l'intituler Djibouti Digital 2030 ou 2035, pour être cohérent avec notre vision. Et des objectifs comme la préparation d'un écosystème. Et je disais tout à l'heure à l'ambassadeur de l'Allemagne, nous ne visons pas les marchés djiboutiens. Et déjà, on est présent sur le marché régional pour profiter de cette population du Coméza. On est à 380 millions d'habitants et nos câbles et nos opportunités, nos infrastructures vont nous permettre de tirer profit. Et mon département va essayer de préparer cet environnement au niveau national, surtout la compétitivité nationale, et puis aller chercher des marchés et présenter et utiliser ces opportunités pour avoir plus de ressources. Eh bien, de son côté, le ministre de la Santé a quant à lui évoqué que Djibouti, comme n'importe quel pays au monde, a été frappé de plein fouet par la pandémie du Covid-19. Changeons ainsi le quotidien de chaque Djiboutien. Plus loin, le ministre a ajouté qu'une stratégie du gouvernement n'a pas tardé. Voici le ministre. L'épidémie du Covid nous a montré ô combien nos systèmes étaient vulnérables. Mais d'un autre côté, c'est une bonne chose, je pense. Le Covid nous a montré beaucoup de choses. Et je pense que nous allons travailler sur ces vulnérabilités, nous allons travailler sur ces défis-là, et ça nous permettra vraiment de renforcer notre système de santé, d'engager des réformes de la secteur de la santé. Ça nous a permis également, ça a en tout cas mis en lumière les solidarités. La solidarité gouvernementale, la solidarité également de la population entre elles. Et en tout cas, ça nous a montré un certain nombre
des avantages de la société djiboutienne. Donc il n'y a pas que de côté négatif, mais en tout cas l'épidémie de Covid a par sa nature vraiment changé l'environnement socio-économique, mais aussi la façon de travailler de mon département. Alors comme vous le savez, dès que l'épidémie a émergé ici, comme je l'ai dit tantôt, nous avons réagi assez rapidement. Vous savez, la plupart des cas que nous avons enregistrés sont des cas importés. Mon collègue de l'économie disait tout à l'heure que nous sommes un pays ouvert. Il y a une certaine intégration régionale. À peu près par jour, il y a 3000 camionneurs qui rentrent à Djibouti de la part de l'Éthiopie. Donc, l'essentiel des cas dépistés dans mon pays, ce sont des cas importés. Donc, nous avons réagi assez rapidement et, en tout cas, essayer de gérer les postes frontaliers, les portes d'entrée, l'aéroport, mais également nous avons mis en place des zones d'isolement, de quarantaine au niveau donc, de la capitale, mais aussi au niveau des régions sanitaires. Il y a également la vaccination. Djibouti a été le deuxième pays arabe et le troisième pays africain à lancer la vaccination anti-Covid il y a maintenant 6 mois. Eh bien, quant au ministre des Finances, M. Ilyas Moussouali, il a dressé un tableau de l'impact du Covid-19 sur l'économie djiboutienne. Comme vous le savez tous, Djibouti a connu une période très longue et de façon continue, une croissance économique qui a été donc favorable et qui a permis de multiplier le PIB nominal environ par 7 en moins de 20 ans. La production nationale brute. Pour le PIB, en termes de pourcentage de la croissance réelle, en 2019, durant la post-pré-Covid, nous étions à 7,5% de prévisions, avec une réalisation de l'année N-1, c'est-à-dire en 2018, avec une croissance de l'ordre de 8,2%, qui est plutôt le chiffre définitif. Donc, entre-temps, la crise du Covid est venue. Les projections et nos estimations donnent une croissance toujours positive de l'ordre de 0,6%. Donc, une baisse très conséquente. Les conséquences du Covid sur le plan macroéconomique est également marquée par cette inflation qui a un peu augmenté sur l'année 2020. Généralement, l'inflation est maîtrisée à Djibouti en raison de notre politique monétaire qui est donc le currency board, basé sur le dollar et inchangé depuis 1949. Pour 2020, l'inflation constatée était de l'ordre de 3,5%. Pendant ce temps où le PIB par tête d'habitant a également baissé légèrement, en raison toujours donc des conséquences négatives du Covid, de l'ordre de $3 200 par tête. Pour ce qui est de recettes fiscales sur l'année 2020, nous sommes restés assez constants, mais une baisse très forte est constatée pour cette année, sachant que les revenus fiscaux de l'année passée donc calculés sur l'année passée sont
collectés cette année. Donc, vous pouvez imaginer combien de défis cela représente sur le plan budgétaire. Et nous l'observons également, quelques crises de trésorerie depuis le début de l'année, bien évidemment. En passant avec un chiffre d'un solde budgétaire de l'ordre de 1,8 pour l'année 2019 à un peu plus de moins 4,7 pour 2020 et de façon un peu plus marquée pour l'année 2021. Éducation cette fois-ci, parlons un peu de retrouvailles. Les tout premiers élèves du lycée de Balbala, bacheliers de l'année 2003, se sont donné rendez-vous hier au Sunnis Hill Center autour d'un déjeuner. De Madame la maire de la ville de Djibouti au Benyamin des députés, en passant par l'actuel proviseur de leur lycée, Madame Anab Hassan Bouh, et beaucoup d'autres de cette première génération du lycée de Balbala, pour la plupart au cadre de l'administration aujourd'hui, ont tenu à se retrouver tous à Arta hier à l'occasion de cette fin d'année scolaire qui a vu leur ancien établissement sacré meilleur au résultat du baccalauréat pour la série scientifique, avec pas moins d'une vingtaine de candidats admis avec mention très bien, parrainé par le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud. L'événement riche en émotions a regroupé autour de ces derniers plusieurs personnalités, dont le préfet de la région, Mohamed Cheikhou Hassan, le président du conseil régional d'Arta, Elmi Bouh, la maire de Djibouti-Ville, Mme Fatouma Awale Ousmane, les parlementaires de la région d'Arta et plusieurs hauts responsables du MENFOB, dont le secrétaire général Mohamed Abdallah Mayoub. La rencontre avait pour objectif de lancer un projet patriotique et de solidarité agissant, consistant pour les organisateurs de parrainer chacun et chacune, un ou une élève du lycée issu des familles modestes. Donc, je vous remercie d'abord à toutes et à tous d'avoir pensé en nous et d'avoir eu cette belle et noble initiative de lancer cette cérémonie de retrouvailles. Il y a déjà 20 ans, et à l'époque, vous étiez tous et toutes des adolescents et des adolescentes. Aujourd'hui, vous êtes tous des parents d'élèves, n'est-ce pas? Donc, si je rappelle un petit peu, je vais retracer brièvement l'historique de la création du lycée de Balbala. C'était en 2000, c'était le moment où il y a eu les États généraux de l'éducation nationale. C'était l'initiative du président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, pour sortir de l'école élitiste et ouvrir l'école à tout le monde. Au cours de son intervention, faite à l'occasion de cette réunion, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, a tenu à féliciter les doyens du lycée de Balbala pour cette initiative qu'il a qualifiée d'inédite et de portée symbolique très important. Écoutons-le. Je suis très honoré, personnellement, je suis très honoré d'être présent à cet événement qui est en soi un événement inédit parce que c'est rare de voir des anciens camarades de classe prendre cette initiative, décider de se retrouver, mais pas juste pour le plaisir de se retrouver, mais de se retrouver pour être présent aux côtés de leurs frères et sœurs du lycée Ahmed Farah Ali. Vous pouvez servir de modèle à ces élèves vulnérables, décrocheurs, qui n'ont pas la motivation. Donc vous allez leur servir de source de motivation. Dans les détails du projet, je pense qu'il y aura beaucoup de questions. Nous allons essayer de chacun de donner un peu, d'apporter son plus pour la réussite de ce projet. Donc je vous souhaite, Inch'Allah, vraiment beaucoup de réussite. Et tous les ministères et bien sûr à vos côtés, n'hésitez pas pour que nous puissions réussir sur ce projet. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait avant beaucoup de discussions et bien arrêter les axes et les différents points, Inch'Allah. Je voulais également féliciter bien sûr la promotion 2021 des lauréats du baccalauréat, bien sûr général,
du lycée Ahmed Farah Ali. Donc, vous avez toutes mes félicitations. Ces jeunes filles et garçons ont eu bien sûr mention très bien en série S. Et ça a toujours été le cas, ça restera, j'espère, le cas pour les années à venir aussi. En général, les premiers élèves, bien sûr, sont issus de ce lycée et c'est tout à l'honneur de Madame la proviseure. Eh bien, écoutons ces quelques réactions recueillies par notre équipe. Aujourd'hui, c'est le vendredi, le 9 juillet, 150 cadres se sont réunis ici à Sunny Hill pour célébrer leur retrouvaille. Après 20 ans, depuis les années 2000, que ces jeunes élèves ont commencé dans le lycée de Balbala leur cursus du secondaire. Voilà, après 20 ans, ils se retrouvent ici, ils fêtent, ils célèbrent, ils se sont associés pour aider les jeunes ici des familles défavorisées du lycée de Balbala, non seulement, mais ils se sont décidés, ils se sont associés pour s'entraider eux-mêmes. Donc je félicite les comités d'organisation. Je remercie le ministre de l'Éducation nationale et de la formation, professeur Moussa Moustapha, qui nous a acceptés, accueillis et épaulés et soutenus dans ce projet. Donc je remercie aussi les anciens élèves qui sont devenus des cadres. Je remercie les élèves et les parents qui sont venus et accepté notre invitation. Je vous en remercie. Direction le Nord, où le ministre délégué chargé de la décentralisation, M. Qassim Haroun Ali, s'est rendu à Tadjoura dans le cadre de sa tournée de prise de contact avec les régions. Accueilli chaleureusement le ministre et la délégation ministérielle accompagnée par le président du conseil du gouvernement, M. Omar Hussein, et le préfet adjoint, M. Habib Djilani, s'est rendu au siège du conseil régional à la rencontre d'une instance composée d'élus de la région, des représentants des services déconcentrés de l'État et des organisations de la société civile. Et là, le ministre a rappelé que la décentralisation est une forme à laquelle le président de la République, M. Ismaël Marguerite, attache une importance exceptionnelle. On sait qu'il est un instrument de rééducation de la pauvreté et du développement local. C'est pourquoi, a-t-il dit, je suis résolu de réussir dans cette noble mission, en excellent rapport avec tous les acteurs de la décentralisation. La rencontre s'est terminée avec la présentation par le président du conseil régional des projets retenus pour la région en 2021, dont le projet phare, construction des périmètres des cultures hydroponiques à Daï. Eh bien, le ministre de la décentralisation a rappelé que la décentralisation est une forme à laquelle le président de la République, M. Ismaël Marguerite, attache une importance exceptionnelle. On sait qu'il est un instrument de rééducation de la pauvreté et du développement local. C'est pourquoi, a-t-il dit, je suis résolu à réussir dans cette noble mission en excellant avec rapport tous les acteurs de la décentralisation. Dans cette optique, s'il est important de mettre en œuvre pour satisfaire les besoins criants de la population, il faudrait tous les mêmes se remettre à l'évidence de reconnaître que la décentralisation est une œuvre de longue haleine qui s'exécute étape par étape. C'est la raison pour laquelle je vais me limiter à évoquer ici un des points majeurs de la planification en cours, à savoir le transfert des compétences de l'État vers les collectivités territoriales. Santé à présent, où le ministère de la Santé, par le biais de la direction des programmes de santé prioritaires, a organisé hier après-midi la cérémonie de clôture de l'atelier de formation des agents DOTS sur la prise en charge de la tuberculose sensible et le suivi de l'évaluation. L'objectif de cet atelier, qui est tenu du 4 au 8 juillet au Sheraton Djibouti Hotel, est de renforcer les capacités des agents DOTS sur la prise en charge sur les outils de collecte de données de la tuberculose. Cette formation a regroupé une trentaine d'agents issus des centres de santé communautaires, des polycliniques et les hôpitaux. Il faut rappeler qu'un agent DOT est un point focal d'une importance capitale et stratégique dans la mise en place de ces programmes de lutte contre la tuberculose à Djibouti. En effet, au quotidien, un agent DOT récolte les informations auprès des patients suivant les traitements dans les différentes structures sanitaires. Il informe et conseille les patients mis sous traitement pour les inciter à suivre rigoureusement leur traitement jusqu'à leur guérison. Les agents ont aussi pour responsabilité d'approcher les patients en contact avec une personne atteinte de tuberculose pour les sensibiliser au dépistage. Reste et demeure encore malheureusement, évidemment, c'est de pouvoir bien prendre en charge en amont
les cas de tuberculose sensibles. Lorsque un cas de tuberculose sensible n'est pas bien pris en charge, à ce moment, on peut donc basculer vers les formes de résistance. Aujourd'hui, vous êtes les acteurs de première ligne, vous êtes les personnes indiquées, les personnes indispensables à pouvoir vous assurer que ce traitement est très bien dispensé. On a la chance aussi d'avoir un test de diagnostic rapide moléculaire qui a été mis à la disposition de vos laboratoires, qui est le GenExpert, et qui facilite en un temps record ce diagnostic, mais aussi le suivi du traitement au cours des 6 mois des cas de tuberculose bactériologiquement positif ou bactériologiquement négatif ou les autres cas. Eh bien, écoutons ces quelques réactions recueillies lors de l'atelier. Je voudrais avant tout remercier l'OMS qui nous accompagne dans le cadre des 3 programmes, non seulement techniquement, mais aussi dans l'acquisition de certains produits ou médicaments ou consommables pour améliorer la prise en charge des 3 maladies prioritaires du ministère de la Santé. Et cette formation donc est vraiment très importante pour nous parce qu'elle consiste vraiment à renforcer vos compétences, mais aussi à faire le suivi des patients. Et pour cela, vraiment, il faudrait que votre engagement soit vraiment très... Il y aura des problèmes. Donc, il faudrait que vous aimiez ce que vous faites et que vous dites vraiment, on est là pour aider, sauver les patients. Donc, une fois que vous aidez ces patients, vous serez très fiers et vraiment, vous serez récompensés aussi par Allah parce que vous avez fait un bon geste. Donc, nous, on est là à vos côtés. L'OMS, je les remercie encore. Ils sont toujours là pour nous. Et je pense qu'il y aura aussi des rencontres avec l'équipe du programme et les agents d'autres. Actualité internationale, je vous en parlais, la France commencera à fermer plutôt des bases dans le nord du Mali au second semestre de l'année 2021 dans le cadre de la réduction de sa présence militaire au Sahel, a déclaré vendredi le président français Emmanuel Macron en marge du sommet des pays du G5 Sahel. Emmanuel Macron a évoqué la pression exercée par les groupes terroristes dans les zones se situant à la frontière entre le Burkina Faso et le Côte d'Ivoire. Pour le président français, cette offensive présage malheureusement d'une pression renforcée sur l'ensemble des pays du Golfe de Guinée, qui aurait déjà une réalité. Désormais, la présence militaire française au Sahel s'articulera autour de 2 missions, a-t-il dit. Détailler la neutralisation de la désorganisation du haut commandement de 2 organisations ennemies, Al-Qaïda et le groupe État islamique, ainsi que l'appui à la montée en puissance des armées de la région dans le cadre de ces réarticulations du dispositif français, l'emprise militaire de Niamey, qui accueille les avions de chasse et des drones français. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.